sincèrement. Oui. La poule et l'œuf, en ce qui concerne au Congo, commission parlementaire, il n'y a pas de confusion. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome du réchauffement climatique et politique? C'est-à-dire qu'il faut faire une commission parlementaire, il faut montrer qu'il y a une transparence, alors que dans le dossier, manifestement, pour l'avoir un peu regardé dedans moi-même, on peut quand même encore se poser des questions. Si c'est un problème de malgouvernance, on s'est dit on va essayer de toucher Valco. Finalement, on utilisait une commission parlementaire pour un but qui n'était pas de faire la transparence de gouvernance. Mais ça rejoint, et pour ça notre ouvrage reste d'actualité, parce que, bon, vous avez tout à fait raison de dire, et on a exposé ça dans la première édition, ça reste dans la deuxième édition, qu'à partir du moment où des commissions parlementaires sont réactives, ce sont des commissions d'enquête sur un événement qui a eu lieu, qui fait la une et qui est une affaire scandale, fatalement les débats seront pollués par des intérêts politiques et ce sera une commission de règlement. Évidemment. Bon. Il n'est pas dit que les commissions parlementaires doivent être utilisées uniquement à cette fin-là. On croit que c'était déjà exposé dans la première édition, et ça reste tout à fait d'actualité, dans le cadre d'une gestion proactive, une gestion publique proactive, non pas d'une gestion réactive à un scandale qui s'est présenté et qu'on n'a pas vu soi-même, mais que la presse a mis au devant de la scène, etc. Dans une gestion publique proactive, les commissions parlementaires pourraient, de manière dynamique, se prendre des problèmes en charge, des problèmes de gestion, et les gérer de manière anticipative. Et à ce moment-là, il n'est pas question de régler des comptes. À ce moment-là, on peut se préoccuper de ce qu'on a en tête en termes de gestion publique, en termes de choix politiques. Parce que ce qui est derrière tout ce qu'on dit, c'est toujours de restituer toute sa valeur au choix politique. Aujourd'hui, on raisonne à ce point dans le quotidien, et dans le quotidien, il n'y a pas de choix politique. Dans la réactivité à des événements, il n'y a pas de vrai choix politique qui peut s'exprimer. À partir du moment où vous travaillez anticipativement, vous pouvez là travailler en fonction de l'orientation que vous souhaiteriez, que telle entreprise publique, que qu'on comprenne dans tel domaine, etc., pour l'avenir. Vous travaillez évidemment sur base de sensibilités politiques différentes, et là vous êtes vraiment libéraux, socialistes, humanistes, écolos, tout ce que l'on veut. Tandis que dans les commissions parlementaires d'aujourd'hui, vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes des gens qui réglaient les comptes et qui essayaient, peut-être pour certains, de réellement voir vrai, voir ce qui s'est passé. Donc là, il y a un vrai dévoiement des commissions, et d'où la frustration de tout le monde, bien entendu. Pour ce qui concerne l'actualisation, bon, effectivement, sur ce chapitre des entreprises publiques, on a beaucoup actualisé. Je ne vais pas y revenir. Pour parler du chapitre loi-justice, bon, ben, on a aussi dû actualiser. Je prends comme exemple une loi du 15 septembre 2006 qui réorganise le Conseil d'État, qui est, je veux dire, la perpétuation de tous les maux qu'on a déjà dénoncés dans le premier ouvrage, qui affectent les réformes en matière de justice depuis des décennies, et qui sont là, tout crus, dans cette nouvelle loi du 15 septembre 2006, et on en décrit les défauts, et qui sont, je dirais, peut-être encore plus criants que les réformes précédentes en matière de justice. On a, je veux dire, une réforme qui ne résoudra rien, qui ne résoudra en particulier pas l'arriéré, mais qui procède par une modification des textes qui en donne l'illusion, sous forme d'une justice qui est plus expéditive qu'avant, et qui donc réduit les protections des citoyens, qui réduit l'accès à la justice, sans qu'il y ait la moindre réflexion. Et ça, c'est une réforme que j'ai suivie relativement, que je suis beaucoup intéressé. Il n'y a pas la moindre réflexion sur les aspects de gestion. Comment est-ce qu'on peut réformer la gestion d'une manière telle que l'on résolve l'arriéré le mieux possible avec les ressources que l'on a? Cette réflexion-là n'a pas lieu. Mais non, on rend les procédures plus expéditives, ce qui veut dire une dégradation des droits des citoyens, et on sait qu'au bout des choses, il n'y aura aucune réduction, il y aura même probablement une augmentation de l'arriéré. Sur les conflits d'intérêts, ça je crois que c'était important, effectivement, on n'en avait pas parlé dans nos exposés, dans nos premiers exposés. C'est un problème, même quand vous êtes à la fois ministre, bourgmestre, mandataire dans une entreprise publique, et que, à la fois, en tant que bourgmestre, en tant que ministre et en tant que mandataire, vous devez vous gérer la même matière, comme ça arrive souvent. Alors, en tant que ministre, on vous demande de la réformer. Vous êtes lancé dans un programme de réforme législative.
Bon, vous êtes ministre, mais vous savez que la commune n'a pas le même intérêt que le ministre. L'entreprise elle-même, l'entreprise publique, n'a pas non plus le même intérêt. Comment faites-vous si vous portez les trois casquettes? Or, c'est un problème qu'on rencontre tous les jours dans la gestion publique. C'est vrai qu'il n'y a pas de culture de gestion des conflits d'intérêts en Belgique. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de projets sont impossibles à mener à bonne fin, évidemment. Voilà. C'est un peu paradoxal de dire ça à une conférence de presse, mais ce n'est pas un livre d'actualité qui suit au jour le jour les nouvelles affaires ou qui la scène publique. Ça reste un livre de fond et de force de proposition qui, hélas, continue de coller à l'actualité. Et je pense que le sens de cette seconde édition, c'était cela aussi. Oui. Si je peux dire un mot de conclusion, après je vous proposerai éventuellement d'avoir des échanges, parce qu'Alain Ravi doit absolument partir à midi moins 20, mais je voudrais encore dire un mot sur les conclusions, disons, plus politiques de l'ouvrage. En fait, dans la première édition, nous faisions un appel uniquement aux partis. L'appel était de dire, ben oui, les partis sont le principal acteur du changement en Belgique, et nous adressons à eux. Bon, on se rend compte, 4 ans plus tard, et malgré la multiplication des affaires et d'autres livres, d'autres études que les nôtres, le problème est très complexe, qu'il y a beaucoup de blocages, qu'il y a énormément de résistance et d'inertie. Donc il faudra probablement un débat plus large qui implique la responsabilité de davantage d'acteurs, non seulement les partis, mais les mandataires individuellement, les fonctionnaires, probablement les universitaires, qui jouent quand même un rôle assez effacé dans ce débat, les acteurs de la société civile, entrepreneurs, syndicats, donc un débat plus large. Et donc, si on a choisi de ne pas toucher aux 120 propositions, on fait quand même au moins une supplémentaire concrète en conclusion de l'introduction, qui est de confier peut-être de façon plus spécifique à un ministre de chacun des gouvernements et à une commission parlementaire ad hoc, donc spécifique, une commission avec les pleins pouvoirs des commissions parlementaires, ces problèmes de la gouvernance, où au moins chaque gouvernement pourrait avoir un ministre responsable de ces questions qui agirait, qui ferait au moins un rapport annuel au Parlement et une commission parlementaire, c'est à la page 33, qui essaierait de faire avancer le débat sur la gouvernance. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de lieu où ce débat se tient de façon assez naturelle. Et ça a été peut-être un peu une frustration à l'issue du premier livre. Ben oui, on peut faire des résolutions, des propositions de loi, un certain nombre de choses, mais il n'y a pas finalement d'enceinte qui permet d'aborder ces problèmes de façon transversale, autrement qu'à l'occasion soit d'une affaire, soit d'une réforme dans un domaine particulier. Voilà, les réformes de gouvernance ne sont pas une compétence parmi d'autres que se distribue un gouvernement et que les ministres, qu'un ministre ou une commission parlementaire doit assumer et sur laquelle elle doit rendre des comptes. Au fond, personne ne doit jamais rendre des comptes sur la bonne gouvernance. Et ça nous paraissait être un problème. Bien, merci beaucoup.